Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour, j'allais dire bon début de semaine Mario, mais si tu es debout depuis assez tôt pour avoir vu ce qui se passait cette nuit en Asie et depuis quelques heures ici en Europe, je peux pas te dire bon début de semaine parce que on est dans le rouge pas mal partout. Hein. Ça s'annonce pas facile sur les marchés boursiers. En fait, certains se demandent même parce que souvent les débâcles boursières ont eu lieu des lundis. Est-ce que ça pourrait être un lundi noir à l'horizon? Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que Donald Trump voudra dire quelque chose, faire quelque chose, donner un signal pour arrêter la débâcle qu'il a entraînée? Donner du lest. Enfin, il n'en a pas donné, lui, l'impression hier soir lorsqu'il était interviewé rapidement dans l'avion présidentiel qu'il ramenait vers Washington après avoir été sacré, tu le sais, grand champion de golf en fin de semaine. Je cherchais le résultat, il a gagné. Je suis pas certain, mais j'ai l'impression que la Maison-Blanche avait émis un communiqué pour dire à quel point c'était un grand golfeur. Mais là, manière de dire, samedi, tout va bien. Fox News faisait une nouvelle avec le fait qu'il s'était classé pour la grande finale de dimanche, là, du championnat senior, puis qu'il en avait gagné un autre début mars. Ce serait son deuxième en quelques semaines, son deuxième championnat de golf sur un terrain senior. Là. Autre manière de dire que pour le président, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si les marchés sont en tempête, lui est concentré et pote une journée à la fois son petit bonheur. Mais évidemment, compte tenu de ce qu'il a créé comme tempête, il ne peut pas donner l'impression en ce moment d'hésiter, d'avoir des doutes, d'avoir des remords. Il doit afficher son poker face parce qu'il est évidemment directement responsable de ce qui se passe. On s'entend, il y avait un contexte, on l'a souligné depuis une semaine, c'était des marchés qui étaient survitaminés, qui inévitablement allaient corriger, mais là, c'est une correction au-delà de tous les espoirs, une correction qui est en plus accélérée par l'incertitude totale qui plane sur les marchés. Est-ce qu'il a dit quelque chose donc hier pour rassurer les marchés? Non, en fait, il a dit je fais rien pour créer une tempête, mais je ne changerai pas mon fusil d'épaule puisque mes objectifs demeurent les mêmes. Et je termine là-dessus, puis tu reviendras, si tu veux, je vois que les Chinois le prennent très au sérieux parce qu'il y a un grand et important journal en Chine qui est La Voix du Parti, qui en une publie un éditorial, et encore une fois, c'est La Voix du Parti, et ça compte, ça pèse lourd en Chine, qui dit « Préparez-vous, citoyens, il va falloir penser que c'est une guerre de tranchées, ça ne va pas se régler demain matin, nous n'avons pas l'intention de baisser la garde, et surtout, nous ferons tout ce qu'il faut pour soutenir la demande chez nous. » Donc, il y a une logique de guerre qui pourrait durer, qui ne serait pas qu'une petite parenthèse, le temps de trouver une solution négociée. Mais, avec la Chine, je le comprends, mais je donne un exemple. Trump ne va pas dire qu'il cède ou qu'il change d'idée ou qu'il recule, il peut pas, là, t'sais. Mais je donne un exemple pour moi, j'en parlais plus tôt, qu'est-ce qui serait pour moi poser un geste? Mettons que ce matin, là, le président du Vietnam là, qui a dit moi là, écoute, mes tarifs. D'abord, les tarifs sont pas réciproques. Trump a mis 46% sur le Vietnam, mais le Vietnam, ce qu'ils ont comme tarif sur les États-Unis, c'est genre 9%. Là. C'est pas gros, c'est pas important pour le pays. Il pourrait les enlever. Là. Le président a déjà dit moi, je pourrais les enlever, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est la balance commerciale très déficitaire entre le Vietnam et les États-Unis, 120 milliards. Ben non, je comprends. Parce qu'il y a des mais tu grandes compagnies américaines aux États-Unis, ils vont ramener les petites usines de meubles Wayfair, puis tout ça, puis les usines de T-shirts à 19$. Oublie ça, là, c'est fou raide, là. Alors, là où tu es sur une piste, c'est que M. Trump, s'il veut bouger, a besoin d'une victoire politique, a besoin de faire la démonstration que la méthode forte a eu un impact et que c'est un impact qui sera mesurable pour les Américains. Donc, à partir du moment où vendredi, il disait le Vietnam cogne à la porte et qu'en fin de semaine, tu avais plusieurs représentants de l'administration qui ajoutaient, c'est pas seulement le Vietnam, c'est une cinquantaine de pays qui veulent s'entendre avec nous. S'il en règle 2-3 aujourd'hui, mettons que dans les 48 prochaines heures, il en règle 2-3, ça envoie le message qu'il y a une renégociation en cours, qui n'est pas complètement cinglée, qui essaye de régler les affaires, tu comprends? Ça envoie un message au marché qui va calmer le jeu, là. Alors, si je ne partage évidemment pas tout ce qu'il applique en termes de méthode, il même
comme objectif. Je pense pas qu'il soit cinglé. Je pense que ça fait partie du jeu. C'est justement le rôle du madman dans la théorie de l'homme fou, c'est de donner l'impression à ses interlocuteurs qu'il est insaisissable, qu'il est là où on ne l'attend pas et prêt à aller jusqu'au bout. Le parallèle historique est intéressant d'ailleurs parce que Richard Nixon avait en 1971 décidé de faire un grand coup de tonnerre, puis je ne parle pas de la guerre au Vietnam, un grand coup de tonnerre dans le monde de la finance en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de convertibilité avec l'or et ça avait engendré, pour le dollar américain, ce qui avait engendré une crise économique assez importante. Et Nixon jouait dans ce film-là, c'est-à-dire qu'il disait « Je suis insaisissable », particulièrement dans ses négociations de paix avec le Vietnam. Et c'était Henry Kissinger à ses côtés qui jouait le gars rassurant, rationnel, qui disait « Écoutez, si vous ne vous entendez pas avec nous, voyez comment il pourrait bombarder au Laos, au Cambodge. Et je suis à côté, moi, d'un fou qu'il faut justement mettre en cage presque. » Trump joue un peu ce rôle-là. Je ne suis pas sûr de qui est son bon cop, son Henry Kissinger, mais c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'il est parfaitement irrationnel? J'en sais rien. À ce jour, c'est la promesse qu'il avait faite d'ailleurs. On ne saura jamais où je vais apparaître sur l'échiquier. Et ça marche très, très bien avec l'impact destructeur sur les marchés boursiers qu'on mesure depuis jeudi dernier. Parce qu'aucun des acteurs économiques, parce qu'en général, un marché, tu dis, c'est suprêmement intelligent parce que c'est l'agrégat de tous ceux qui pensent, réfléchissent, prennent des décisions, puis ça te donne un point d'équilibre. Et ce Léviathan intelligent n'a pas du tout anticipé que Trump irait jusqu'au bout de sa promesse d'imposer des droits douaniers. Alors, est-ce qu'il y a un petit trou où va se glisser la lumière aujourd'hui, où il va dire, effectivement, on s'est entendu avec le Vietnam, on est en voie de le faire. Je ne peux pas imaginer qu'en 24 heures, ils s'entendent avec le Vietnam ou avec un autre pays, sinon pour quelque chose de très symbolique. Mais c'est peut-être le début d'une mécanique où il dit, on trouve des solutions et il y a un processus qui se met en place. Mais en dehors de ça, la pire des choses pour le marché, pour les marchés, et tu le sais, c'est l'incertitude, l'incapacité d'identifier ce qui est problématique. Et tant et aussi longtemps qu'on va être dans cette incertitude, on peut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que le marché va escompter le pire des pires scénarios en se disant, bien, si tout va mal, si tout plante, ça veut dire qu'on perd combien? Et c'est ce qu'on teste en ce moment. Je ne dis pas qu'on va y arriver, mais c'est... Là, on est dans un marché pessimiste qui teste les pires scénarios, mais c'est pas juste le marché boursier, c'est l'économie réelle. Le baril de pétrole, lui, c'est pas le marché boursier, puis quand il descend au rythme où il descend, c'est que l'humanité là, économique prévoit une récession majeure. Là. C'est la première chose qui fait bouger le cours du pétrole, c'est la crainte d'une récession. Fait qu'il y a aussi une crainte pour l'économie réelle. L'attente de la demande. Sinon que tu as un acteur formidable qui s'appelle l'Arabie Saoudite, qui la semaine dernière a décidé de pincer, au sens vraiment de les pincer très fortement, les pays qui ne respectent pas les quotas de l'OPEP, parce que c'est une organisation qui crée de la rareté pour justifier des prix les plus élevés possibles. Et il y a des membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui promettent des niveaux de production et ne les respectent pas, en font plus et vendent sur un marché gris des barils de pétrole, ce qui fait que ça leur donne des revenus, mais aux dépens des autres membres. Et ce que fait l'Arabie Saoudite, c'est de dire, ben, OK, vous voulez jouer à ce jeu-là, on va augmenter notre production et on va lever cette discipline qu'on s'est imposée, inonder le marché et tous les acteurs qui espéraient vendre sur le gris vont se retrouver avec un cours du prix du baril qui est vraiment en deçà de ce qui est optimal pour tout le monde. Alors, il y a aussi un jeu politique et économique que joue le PEP avec ses membres, au-delà de la crainte de la demande. Tu me diras, ça fait beaucoup de théorie économique ce matin à 6h30, mais je pense qu'on a intérêt à se préparer parce que cette semaine, puis peut-être au cours des prochaines semaines, on va vivre dans un contexte tempétueux. mais par ailleurs, s'il y a du monde inquiet qui nous écoute, je ne fais pas partie du club des inquiets, je ne sais pas si t'en es, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à suivre des dévices de bourse en 1987. Tous les marchés vivent des moments où on pense que c'est la fin du monde, la catastrophe. Et à terme, ce qui doit s'ajuster s'ajuste. C'est très, très pénible. Il faut avoir les nerfs solides si on est investi. Puis on l'est tous d'une manière ou d'une autre par nos fonds de pension ou autre chose.
Mais il faut juste ne pas penser que ce qui est vrai aujourd'hui le sera dans 6 mois. Tu veux me glisser un mot de la France? Est-ce que 2 ans d'avance, on est déjà à se positionner pour des présidentielles? Sachant que de toute façon, M. Macron, lui, c'est terminé. Là, il faut chercher de nouveaux visages. Ce qui est formidable en France, d'abord, il faisait un temps divin hier, 25, 20 degrés, soleil, pas un nuage, et des manifestations, d'importantes manifestations. D'abord, le Rassemblement national de Marine Le Pen qui voulait répondre à ce qu'elle a appris la semaine dernière. Donc, elle est à partir de maintenant inéligible, même si elle va en appel de cette condamnation dont elle est la cible. Mais elle voulait justement mobiliser ses troupes, dire qu'ils allaient résister au gouvernement des juges, une des choses qui ont été dites. C'est aussi le lancement officiel d'une campagne où théoriquement elle ne pourra pas participer. Ses adversaires d'extrême gauche se sont mobilisés pour mettre en garde les Français contre l'extrême droite. Donc, ils ont pris prétexte de la manifestation des gens de Marine Le Pen pour en organiser une. Puis entre les deux, il y avait l'ancien premier ministre Gabriel Attal qui, depuis très longtemps, avait prévu réunir ses troupes. Mais nulle part, il y avait foule. Disons les choses comme ça. 7000 personnes pour Marine Le Pen, quelques milliers pour les Insoumis. Mais ce que ça annonce, c'est le début d'une campagne électorale pour les présidentielles, 2 ans avant le rendez-vous. Ça commence à ressembler à un calendrier présidentiel américain. Si c'est aussi passionnant que ce l'était hier, moi, je suis prêt déjà à remettre mon tablier de commentateur parce que ça va être long en tabarnouche. Mais ce qui est le plus surréaliste, c'est que tous ces politiques réunis devant leur public n'ont pas dit un mot de ce qui se passait dans le monde réel. C'est-à-dire que l'économie, les marchés qui dévissent, la guerre commerciale, toutes ces choses, c'était éludé. On était pour les forces du rassemblement sur l'indignité qui leur est faite puisqu'on applique la loi. Ils ont été jugés coupables. De l'autre côté, c'est l'extrême gauche qui n'a aucun autre programme que de dire « Attention, l'extrême droite nous menace ». Puis entre les deux, tu as un ancien premier ministre qui dit « Attention, l'extrême droite et l'extrême gauche combinées, c'est-à-dire en France maintenant, 50% des électeurs sont infréquentables. C'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, essentiellement, le socle de gouvernement a déjà accepté que ce serait une campagne pour 50% des Français, c'est-à-dire ceux qui méritent d'être représentés, ceux qui sont ni rassemblement, ni insoumis, et qui représentent plus ou moins, si tu regardes les sondages, 50 ou moins % de la population. C'est disons-le, un peu débile, navrant. Et à travers ça, ben, tu as un ancien économiste du Fonds monétaire international, je t'en ai beaucoup parlé, mais qui dit les chances qu'on vienne intervenir directement dans les cahiers comptables de la France sont très, très grandes parce que c'est une puissance qui n'en est plus une et dont les finances publiques sont tellement carencées que le FMI va probablement s'en mêler, les mettre sous tutelle. Et à côté de ça, tu as des politiques qui font le party, mais ils ne parlent pas de ces choses-là. Stéphane, merci.